Je suis avec Ahmed Zahani, économiste en chef chez CDG Capital, pour passer un peu en revue la macroéconomie au Maroc et les perspectives de cette année 2022. Bonjour, c'est Ahmed. Bonjour, c'est Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour l'invitation. Alors, nous sommes dans un contexte difficile. Walid Moukmourib n'a pas cessé de le répéter. Le contexte est vraiment incertain aujourd'hui avec la géopolitique, avec l'inflation qu'elle génère. Ma première question, Ahmed Zahani, quels sont, selon vous, les impacts de la crise russo-ukrainienne sur notre économie? En fait, cette opération militaire intervient dans un contexte qui est un peu difficile parce que en 12 ans, l'économie internationale ou l'économie mondiale a vécu la succession de deux crises qui sont très importantes. C'est la crise de 2008 qui était une crise économique avec des répercussions sur la sphère financière très importantes. Et il y avait également la crise inédite de 2020, la crise Covid-19, qui a en quelque sorte gelé partiellement l'activité économique mondiale et créé une récession mondiale qui a concerné l'ensemble des pays, toutes sortes de catégories confondues, à l'exception de la Chine. Je pense que par rapport à cette crise-là, le Maroc n'est pas directement concerné de par le volume et la nature des transactions qu'on maintient avec les deux pays, les deux pays de cette guerre. Mais l'impact il est indirect. Il est indirect à travers principalement la hausse des prix des matières premières énergétiques qui devrait impacter l'ensemble des équilibres macroéconomiques du pays, notamment le déficit commercial et celui du compte courant. Qui ont connu un creusement important en 2021 à cause de la hausse des importations qui a été amplifiée par le coût du fret. Oui. Il y a également le problème de l'inflation de par l'importance de la composante importée dans l'inflation et particulièrement dans l'inflation sous-jacente. Il y a le problème qui se pose pour la caisse de compensation, notamment pour les denrées alimentaires, pour le gaz, butane spécialement, dont le coût il est relativement important. Et il y a l'impact qui pourrait se manifester au niveau de la croissance, compte tenu de l'implication directe de nos partenaires commerciaux au niveau de la zone euro, indirectement dans cette guerre. Et on a remarqué dernièrement que la BCE a revu à la baisse le taux de croissance de la zone euro, ce qui pourrait impacter aussi bien la demande adressée à notre économie, mais également les investissements directs étrangers adressés à notre économie. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément quel est votre sentiment sur l'inflation? On a vu que dans les dernières estimations de Banque Maghreb, on s'attend à une inflation supérieure à 4% cette année 2022. Est-ce que c'est beaucoup pour vous? Est-ce qu'effectivement on pourrait résorber ça dès 2023? En fait, pour aborder cette problématique de l'inflation, moi je préfère partir sur une explication, même au niveau international, avant d'aborder le cas du Maroc. L'inflation est devenue la problématique mondiale. Et là, c'est la principale cause. Je trouve que ce sont les mesures expansionnistes qui ont été adoptées par l'ensemble des pays, des mesures aussi bien d'ordre monétaire que budgétaire, et également la reprise de l'activité après l'arrêt de 2020 qui a fait augmenter la demande face à des chaînes de production qui ont été globalement perturbées. Donc la problématique se pose au niveau mondial, mais se pose d'une manière différente, je dirais d'une zone à l'autre et d'un pays à l'autre. Si on prend les deux cas d'école actuels, le cas de la Fed et le cas de la BCE, je peux dire qu'ils ont deux types d'inflation différents. La zone euro, lors de sa réaction face à la crise, elle a plus axé sa réaction sur les taux directeurs, sur les quantitative easing, contrairement aux États-Unis où il y avait même le recours à des injections auprès des ménages. Donc, on peut considérer que la BCE a visé la reprise à travers l'investissement et la Fed plutôt à travers la consommation. Donc, ce qui a donné comme résultat, des vitesses de reprise différentes, de redressement du taux de chômage différent et également des consommations, des marges budgétaires et monétaires différentes.
Donc, ce qui a donné comme résultat final, c'est que l'inflation, la flambée de l'inflation aux États-Unis, elle était plus importante comparativement à la zone euro. Et les sources de cette inflation, je peux dire pour le cas de la Fed, ce sont des sources internes liées à une véritable hausse du pouvoir d'achat des ménages, contrairement à la zone euro qui est en train de subir en fait une augmentation des intrants, notamment de l'énergie et des prix des matières premières. Et là, c'est-à-dire, je reviens sur les fondamentaux de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation, moi je peux dire qu'elle est construite ou constituée à travers trois principaux facteurs. C'est bien sûr la nature du panier suivi, qui reflète un peu le mode de consommation des ménages. Il y a également les sources qui alimentent l'inflation. Et là, théoriquement, il y a 5 sources. Il y a l'inflation par la demande, l'inflation monétaire, l'inflation liée à un choc d'offres, l'inflation importée et l'inflation par les coûts. Et il y a la politique monétaire et les canaux de transmission pour pouvoir maîtriser ces sources d'inflation. Quand on revient à l'indice des prix à la consommation, qui est notre indicateur d'inflation, j'aimerais préciser que c'est un indicateur qui a été reformulé en 2009 et révisé en 2017. Il reste prédominé par la composante alimentaire, dont le poids il est très important. Et ce qui nous expose par rapport à l'offre alimentaire, il y a également la prépondérance de la composante importée. Donc là, ce sont deux composantes qui sont assez importantes dans l'inflation globale. Et du coup, la demande, on ne peut pas la considérer comme étant un facteur qui impacte actuellement l'inflation. Si on peut voir juste le taux de chômage qui a fortement évolué en 2021, on a terminé l'année à 12,3 ou 12,7% contre des niveaux moins de 10% avant la crise. Il y a même les crédits à la consommation qui évoluent à des niveaux relativement bas. Donc je trouve que pour le cas du Maroc, les trois sources qui impactent l'inflation, qui devraient impacter l'inflation en 2022, c'est l'inflation par les coûts, de par la hausse des prix des matières premières énergétiques au niveau international, l'inflation importée de par la hausse des prix des produits à la consommation. Et là, ce sont deux catégories de produits qui restent prépondérants dans la structure des importations nationales. Et l'inflation liée à un choc d'offres. Le choc d'offres lié au mauvais comportement de la saison agricole. Là, on est en train de vivre l'une des plus mauvaises depuis des décennies, avec un déficit pluviométrique qui est très important, de moins 56% par rapport aux 5 dernières années, et moins 40% par rapport à l'année 2019-2020, la saison 2019-2020, qui était une saison de sécheresse. On n'a fait que 32 millions de quintaux. D'ailleurs, la Banque de Maghreb a révisé la prévision céréalière de 75 millions de quintaux comme moyen pour les 5 dernières années à 25 millions de quintaux. Donc ça suppose qu'il devrait y avoir un choc sur l'alimentation frais. Cette hypothèse ou ce résultat, il reste même appuyé par le niveau de stockage des barrages qui a également baissé, donc, ce qui devrait impacter les cultures printanières. Et quand je dis culture printanière, c'est principalement les légumes et les fruits. Donc les deux types d'inflation, je dirais les trois types d'inflation qui caractérisent, qui drivent un peu l'inflation globale au Maroc en 2022, c'est l'inflation des coûts, l'inflation importée et l'inflation liée à un choc d'offres de l'alimentation frais. Les deux autres types d'inflation qui relèvent du périmètre de contrôle ou d'influence de la Banque centrale, qui est l'inflation de la demande et l'inflation monétaire, je pense qu'ils sont à des niveaux relativement bas. Ils n'ont pas véritablement actuellement un impact direct sur l'inflation globale. Donc cela sous-entend que les canaux sur lesquels la Banque centrale a un impact restent limités. Partiellement, oui. Parce que quand on analyse un peu le processus de décision de la politique monétaire, généralement la maîtrise passe par le changement de taux directeur, donc par le canal taux. Par la suite, ça devrait déclencher le canal crédit, soit à la hausse, soit à la baisse. Et là, c'est pour maîtriser et la demande et la masse monétaire injectée auprès des consommateurs. Et on trouve que ces deux facteurs-là, ils sont déjà impactés par la crise. C'est-à-dire que la demande, on est à des niveaux qui sont un peu relativement inférieurs par rapport au niveau d'avant la crise. Et même le rythme d'accroissement des crédits à la consommation reste toujours à des niveaux qui sont moins importants comparativement à la période d'avant crise.
Alors, la Banque centrale anticipe donc un retour de l'inflation à des niveaux un peu plus normaux en 2023. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Ça dépend en fait, de l'évolution des chocs qui ont impacté l'inflation en 2022. C'est-à-dire, en fait, le suivi de l'inflation, ça passe par l'évolution du prix global du panier, de l'indice prix dans sa globalité. Donc, je dirais qu'en 2023, il y a deux conditions, en fait, deux facteurs qui devraient conditionner l'évolution des prix. Oui. C'est bien sûr, est-ce que cette vague de hausse devrait s'estomper ou devrait se convertir par une baisse ou être suivie par une baisse en 2023 et le comportement de la saison agricole. En fait, si les prix se corrigent ou restent stables ou se corrigent à la baisse, bien sûr, on aura, au niveau international, on aura un impact en fait, atténuant de l'inflation. Et si le comportement de la saison agricole s'améliore, bien sûr, on aura une atténuation du choc alimentaire. Mais je voudrais en fait revenir sur un point qui est très important. En fait, quand les prix changent de palier, c'est-à-dire quand les prix augmentent, Oui. même s'ils restent stables l'année d'après, ça suppose que le pouvoir d'achat des ménages a baissé, même si on n'aura pas d'inflation en 2023. C'est-à-dire que si l'inflation n'est pas suivie par une déflation, donc là, il y aura une dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Un mot sur la croissance. Banque Maghreb anticipe 0,7%. C'est un chiffre qui a un peu surpris quelques opérateurs. Est-ce que vous pensez que ce chiffre-là est alarmiste? 0,7 pour 2022. La croissance nationale en 2022, elle est en train de subir plusieurs chocs. Donc le principal, c'est le choc de l'agriculture. On reste une économie tertiaire par la structure du PIB, mais plus agricole par la consommation, de par la prépondérance des ménages ruraux dans la population globale. Il y a également pour le secteur secondaire la hausse des prix qui devrait créer une érosion des marges de profit des secteurs secondaires, surtout pour l'industrie manufacturière. Et pour le secteur tertiaire, il y a des secteurs qui sont très importants, qui sont toujours sous la pression de la crise Covid-19, notamment le secteur du tourisme et le secteur du transport. Donc si on analyse des deux côtés, c'est-à-dire du niveau de la production, on trouve qu'il y a pas mal de facteurs qui pèsent sur la création de la valeur ajoutée au sens large, mais également du côté de la demande. Du côté de la demande, les trois facteurs qui alimentent la demande des ménages, qui restent le moteur de la croissance nationale ou la principale locomotive de la croissance nationale, il y a en fait le chômage qui a fortement augmenté, comme je viens de préciser. Il y a la dégradation prévue des revenus des ménages ruraux à cause de la sécheresse. Et il y a également les transferts des MRE qui ont fortement épaulé la demande en 2021, qui devraient ralentir en 2022. Donc, même du côté de la demande, il y aura une baisse. Il y a également la demande étrangère qui pourrait être affectée par ce qui se passe actuellement chez nos partenaires commerciaux. Oui. Donc, tant de facteurs qui tirent vers la baisse ou vers le ralentissement de la croissance économique. Et qui justifie ce 0,7. En fait, ce rapprochement d'une stagnation économique ou d'une stagnation de la croissance économique. Et ça nous fera, avec 2020 et 2021, au final, 3 années de stagnation, avec la baisse en 2020 du PIB et la reprise en 2021 à peu près équivalente, et 2022 qui serait stable. Effectivement, on perd 3 ans. Exact, on ne perd pas 3 ans. Il y a la reprise qui a été enregistrée en 2021 qui a créé même un problème d'effet de base pour 2022. Parce que les bases, ils étaient relativement élevées. Donc, on a fait une très bonne année agricole à 103 millions de quintaux. Il y avait la reprise de l'ensemble des secteurs, surtout les secteurs secondaires. Donc, ce qui nous a permis de concrétiser une croissance exceptionnelle et remarquable de 7,3%. Donc là, l'effet de base plus plusieurs facteurs qui tirent à la baisse la croissance, ça nous fait en fait une croissance en vert renversé. Très bien, très bien. Une question qui taraude un peu les investisseurs sur le marché des capitaux concernant l'orientation des taux obligataires et leur corollaire, c'est-à-dire le déficit public. On a vu que le gouvernement tient aujourd'hui un langage selon lequel il sera capable de gérer le dérapage de la caisse de compensation en jouant sur les recettes. Banque Maghreb a confirmé cette hypothèse lors de son dernier conseil, son premier conseil de l'année. Est-ce que vous pensez effectivement que le gouvernement aujourd'hui est capable de maîtriser le déficit avec tout le renchérissement qu'on voit sur les matières premières? Si oui, comment il va faire?
Pour les finances publiques, je pense que en fait, les dernières années étaient des années vraiment difficiles. Ça a commencé avec 2020 où le déficit public a presque doublé. Il y avait une perte de vitesse de croissance des recettes face à une hausse des dépenses aussi bien ordinaires que d'investissement. Il y avait également les mesures de subvention et de relance économique qui ont été adoptées par le gouvernement, qui ont alourdi un peu en fait, la cadence de la hausse des dépenses. Et 2021, c'était une année marquée par un léger redressement. Et 2022, il y a, en fait, si on analyse un peu la loi de finances 2022, c'est une loi qui table sur une hausse importante des recettes et également une hausse des dépenses, particulièrement les dépenses d'investissement. L'année 2022 a été marquée par plusieurs surprises, s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de soutenir la croissance et de mener ce qu'on appelle une politique budgétaire contracyclique, et contracyclique dans tous les sens. Ce n'est pas contracyclique juste dans le sens de l'investissement, mais contracyclique même sur le plan social, sur le plan de relance sectorielle. Il y avait la création des 2 fonds pour soutenir le secteur agricole face à la sécheresse, mais également pour soutenir le secteur touristique qui a été fortement affecté touché par la crise Covid-19. Et là, il y a en fait, la surprise, c'est l'envolée des charges de compensation. En fait, l'envolée qui trouve ses origines même dans les hypothèses d'élaboration de la loi de finances. Les hypothèses étaient basées sur l'actualisation du rapport du World Economic Outlook, en fait, du Commodities Outlook de la Banque mondiale, pardon, qui prévoyait un baril à $68 et le gaz butane à $450. Déjà, quand on a commencé l'exercice, on était loin de ces chiffres-là. On a commencé à un baril à $80 et l'attente de gaz butane à plus que $600. Donc la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine a fait fortement grimper les prix, de manière à ce que ces chiffres-là sont devenus, effectivement, sont dépassés. Mais il faut garder en tête que, en fait, 2 choses. C'est que premièrement, l'État ne gère pas par matching, c'est-à-dire que l'État gère à travers ce qu'on appelle le principe de la caisse unique. C'est-à-dire que l'ensemble des recettes tombe chez le Trésor et le Trésor fait face à ses charges d'une manière au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une budgétisation à travers le matching. On prend des recettes, on les affecte à des dépenses. Le fait qu'il y avait la hausse estimée dernièrement par M. le ministre à 13 milliards de plus, ça fait remonter le poids des charges de la compensation de 6,5% prévu initialement à 11%. 11% reste loin de la phase de 2013-2015 où les charges de compensation représentaient 25%. Et il faut garder en tête un deuxième point qui est très important, c'est que l'État prévoit un effort d'investissement qui est très colossal. L'enveloppe globale c'est une enveloppe exceptionnelle de 245 milliards de dirhams, dont 80 milliards juste pour le budget général. Et je pense que là, l'État peut bien sûr c'est-à-dire trouver des niches en fait, pour pouvoir maintenir son équilibre global. Et il y a également la révision à la hausse, comme ça a été signalé par M. le gouverneur lors de la conférence de presse, la rallonge des financements innovants, notamment les partenariats publics-privés qui devraient passer de 12 milliards à 20 milliards. Et il y a également les recettes de monopole principalement à travers la contribution de l'OCP de 4 milliards. L'OCP qui devrait connaître une excellente année. Qui a déjà réalisé une excellente année en 2021 et avec des perspectives haussières pour 2022. Donc, qui devrait contribuer à soutenir l'État en cette phase difficile. Je pense que la soutenabilité des finances publiques reste garantie et maîtrisée. En fait, la réalisation de cet équilibre, c'est le financement extérieur. Et le financement extérieur, certes, les conditions actuelles sont devenues difficiles avec le revirement de la politique monétaire de la Fed et la hausse des taux entamée aussi bien dans la zone euro qu'au niveau des États-Unis, avec le retour des capitaux des pays émergents vers les pays développés. Et là, ça devrait renchérir un peu nos spreads à l'émission. Mais il y a un point qui a été évoqué par M. le Wali hier, qui est c'est le recours à la LPL. La LPL a été contractée en 2012 et a été renouvelée à plusieurs reprises pour faire face à un choc externe. Donc, si le choc
il est là, donc automatiquement le tirage il est déjà effectué, il a été déjà effectué en 2020. Il y avait le remboursement de un tiers, en fait le tirage a porté sur 37 milliards. Il y avait le remboursement de un tiers de tirage. Les 2 tiers ils sont toujours chez la Banque centrale et peuvent servir à faire face à ce choc-là, à ce choc externe, en attendant de surmonter en fait, ces années difficiles de gestion des finances publiques. Très bien. Donc un déficit budgétaire qui restera maîtrisé grâce à ces recettes additionnelles ou exceptionnelles que vous venez de nous expliquer. Alors tout cela, qu'est-ce que ça peut donner sur le marché des taux obligataires? À quoi on peut s'attendre cette année, ou en tout cas à court terme? Le marché de taux, il y a déjà le cadre monétaire qu'on prévoit en quasi-stabilité cette année. Comme je viens d'expliquer, les types d'inflation qui impactent les prix cette année sont des inflations qui sont partiellement hors périmètre ou partiellement hors périmètre d'influence de la Banque centrale. Il y a également en fait, la transmission de la politique monétaire expansionniste entamée en 2020 à travers les 2 baisses de 75 PBS du taux directeur qui ne sont pas encore transmises à 100%. Là, ça a été évoqué même lors du Conseil, parce que le coût de financement, le coût des ressources bancaires n'a pas été ajusté pour pouvoir répercuter à 100% sur les taux débiteurs. Il y a également le ralentissement de la croissance qui devrait empêcher en fait, la Banque centrale à alourdir les conditions de financement. Donc, 3 facteurs qui nous laissent penser que le cadre monétaire devrait rester stable. Par contre, la gestion de l'équilibre des finances publiques et les besoins, certes, il y aura des évolutions conjoncturelles de ce besoin. C'est en fonction du calendrier d'encaissement des recettes par l'État. On a vu le mois de janvier où le besoin était très important. Il y avait une levée de 22 milliards en brut par le Trésor, qui est une levée exceptionnelle. Mais par la suite, en février, on a vu que les recettes sont améliorées et le Trésor est devenu excédentaire à travers ses placements monétaires. Et mars, il y avait également un besoin qui est relativement maîtrisé, le Trésor reste confortable. Fin mars, il y a l'acompte de l'IS qui devrait être important de par l'importance de la hausse prévue des recettes de l'IS de 34% cette année, qui est basée sur les résultats exceptionnels réalisés en 2021. Et je trouve que pour le reste de l'année, ça devrait évoluer d'une manière conjoncturelle entre des besoins ponctuels du Trésor qui pourraient apparaître. Et là, le Trésor il pourrait faire des petites concessions en termes de validation des hausses, mais principalement sur les parties moyennes et longues de la courbe. Et le Trésor, quand il sera confortable, il va essayer de corriger ces hausses-là pour terminer l'année avec une courbe relativement stable. Très bien, donc pas d'inquiétude particulière sur la courbe des taux, en tout cas avec les données actuelles. Notre scénario central, on table sur une stabilité, voire une légère hausse sur les parties moyennes et longues de la courbe. Très bien, très bien. Merci beaucoup Ahmed Sahani, je rappelle que vous êtes économiste en chef chez CDG Capital. Merci à vous, c'est Adil.